Bonsoir à tous. Donc moi, je ne vais pas vraiment vous parler de paléoclimat, parce que je ne suis pas paléoclimatologue, c'est une spécialité en soi, mais je vais vous parler plutôt de paléontologie et les relations qu'ils peuvent avoir avec le climat au moment de certains événements. Donc en fait, la paléontologie, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui est née en 1822. Ça a été créé par un zoologiste, Henri Ducrot-Blainville, et ça a été diffusé largement en Europe par un géologue britannique, Charles Lyell. Alors, qu'est-ce que c'est que la paléontologie? C'est l'étude des êtres anciens. C'est ce qu'on appelle vulgairement des fossiles. Et un fossile, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est tiré de la Terre. Et en fait, c'est un reste, une empreinte, un moulage d'un organisme, donc d'un être vivant, qui est conservé dans les archives géologiques. Donc, par extension, un fossile, c'est toute trace d'activité d'une vie passée conservée dans les archives géologiques. Alors je vais vous entraîner dans des temps très anciens. Alors si on essaie de remettre un peu l'histoire de la vie sur une échelle qu'on peut un peu comprendre et visualiser, je vous ai choisi ici la Tour Eiffel. Donc vous voyez qu'au niveau du premier étage, en fait, la seule vie qu'il y a sur la planète, ce sont des bactéries marines. Il y a uniquement la vie marine et ce sont uniquement des bactéries. Au niveau du deuxième étage, on n'a toujours que des bactéries, mais on a une modification dans l'atmosphère, en particulier avec une oxygénation qui a pris naissance dans les océans et qui va ensuite se placer dans l'atmosphère terrestre. Donc on continue à monter, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, enfin s'il se passe beaucoup de choses, mais assez peu visibles. Et en fait, c'est uniquement au niveau du troisième étage de notre tour Eiffel que l'on va avoir vraiment des archives importantes. C'est-à-dire que la grande majorité des fossiles, tels qu'on les connaît, en fait, ils se commencent ici à partir de 500 millions d'années. Moi, je vais vous parler en millions d'années. Donc, c'est à partir de 500 millions d'années avec l'apparition des coquilles, c'est-à-dire avec des tests un peu durs qui vont protéger les organismes, que l'on va pouvoir avoir des informations dans les archives géologiques. Alors, juste, en marche arrière, je suis allée trop loin. Pardonnez-moi. Donc si on veut replacer, par exemple, la lignée humaine, puisqu'on est quand même très nombrilistes, les humains, donc vous voyez l'apparition de l'homme, ça se situerait aux alentours de 326 mètres 25 sur les 327. Donc vous voyez que c'est vraiment du très récent, et moi je ne vais vous parler que ce qui est bien avant. Donc je vais donc vous parler de temps très profond à partir de 550 millions d'années. Donc l'évolution de la biodiversité, c'est quelque chose que l'on a mis en évidence il y a quand même assez longtemps. En particulier, la première courbe de la biodiversité que l'on connaît, c'est une courbe qui a été dessinée par John Phillips, qui est un géologue anglais, et il a fait cette courbe en 1860 dans un ouvrage qui s'appelait Life on the Earth, Its Origin and Succession. Et donc cette courbe, il avait mis la biodiversité en fonction du temps, et il avait reconnu un premier ensemble ici qu'il a appelé paléozoïque, ou Old Life or the Age of Fish, c'est-à-dire la vie ancienne ou l'âge des poissons. Ensuite, il avait distingué un deuxième ensemble, qui est ici représenté en vert, et qu'il avait appelé mésozoïque, ou bien Middle Life or the Age of the Reptiles, c'est-à-dire l'âge moyen ou bien l'âge des reptiles. Et enfin, il avait distingué un troisième ensemble qu'il avait appelé Cénozoïque, qui représente New Life or the Age of Mammals, c'est-à-dire la nouvelle vie ou bien l'âge des mammifères. Alors vous voyez que déjà dans son schéma, on avait déjà à cette époque l'idée que la biodiversité ne faisait qu'augmenter au cours du temps. Donc cette notion de biodiversité qui devient de plus en plus importante au cours du temps était déjà mise en évidence à cette époque. Et sur cette courbe qu'il présente, ce qu'on voit aussi très nettement, ce sont ces chutes de biodiversité entre le paléozoïque et le mésozoïque, et cette chute de la biodiversité entre le mésozoïque et le paléozoïque. Et tous ces grands changements, ces grandes crises de la biodiversité sont liées plus ou moins étroitement avec des bouleversements du paléo-environnement, et en particulier des bouleversements du climat. Alors dire que la température, l'humidité vont jouer sur la vie est une évidence, et elle est également vraie dans le passé. Donc la vie sur notre planète va être forcément influencée par les conditions. On va avoir des interactions importantes entre la géosphère, c'est-à-dire entre les événements géologiques, les événements physiques, et la biosphère. Et c'est quelque chose qui marche dans les deux sens.
Donc ici, je vous présente une courbe un peu moderne de la biodiversité. Alors j'attire votre attention sur le fait que c'est une courbe de biodiversité marine. C'est extrêmement important de ne pas faire de mélange entre la biodiversité marine et la biodiversité continentale. Il ne faut pas tout mélanger. Donc l'essentiel des courbes que vous pouvez voir, que vous pouvez trouver, ce sont des courbes de biodiversité marine. Et on voit donc que cette biodiversité, cette courbe de biodiversité, elle n'est pas régulière au cours du temps. On a des phases de diversification importantes, comme ici, par exemple, dans ce qu'on appelle le Cambrien et l'Ordovicien, jusqu'à environ 445 millions d'années. Ensuite, on a des phases plus ou moins de stabilité, comme ici, ou après encore de nouveau des grandes phases de diversification. Et ces phases sont interrompues par des moments où la biodiversité va chuter très brutalement. On va distinguer 5 grandes crises biologiques, les 5 grandes crises majeures de la biodiversité. Et les modifications climatiques sont impliquées dans pratiquement toutes ces crises de biodiversité, même si souvent elles sont la conséquence d'autres phénomènes. C'est-à-dire que c'est d'autres phénomènes physiques qui vont mettre en jeu et cela aura des conséquences sur le climat. Alors je ne peux évidemment pas vous parler de ces 5 grandes crises, j'en ai malheureusement pas le temps. Donc je vais vous parler de la plus grande, de la plus importante, celle qui a causé la chute la plus drastique de la biodiversité au cours du temps. C'est celle qui a eu lieu à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années environ, et qui sépare donc la vie paléozoïque de la vie mésozoïque. Vous vous souvenez de la courbe de Phillips tout à l'heure, c'est les 2 grands ensembles. Donc à cette époque, on va avoir pratiquement une disparition totale de toute la vie sur la planète. Que ce soit dans les océans ou sur les continents, pratiquement toute la vie va disparaître. Et c'est cette crise qui marque la limite entre ces 2 grandes ères, le paléozoïque et le mésozoïque. Alors quelques chiffres, par exemple, on a 56% des familles qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir la disparition de 80% des genres et au niveau des espèces, une disparition de 80 à 95% des espèces. C'est-à-dire que pratiquement toute la vie a été éradiquée à cette époque. Donc je vous ai mis quelques illustrations des groupes les plus emblématiques du Paléozoïque qui vont s'éteindre à la fin du Permien. Donc on a en particulier les trilobites, qui sont des arthropodes emblématiques du Paléozoïque. Donc vous en avez ici quelques exemples. On a aussi les euryptérides, qui sont les ancêtres des scorpions, qui étaient des très grands arthropodes qui pouvaient faire plusieurs mètres de longueur. On a aussi des fusulines, qui sont des microfossiles qui vont disparaître à cette époque. Et une grande partie du domaine corallien. Les coraux vont être extrêmement affectés par cette crise du Permien-Trias. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vous montre ici l'exemple de la coupe de référence quand on étudie la limite Permien-Trias. C'est une coupe qui se situe en Chine du Sud. Donc là vous avez, on ne va pas regarder dans le détail, c'est pas ça qui est important, mais on vous montre ici sur environ 200 000 ans, donc sur une période de temps relativement courte, donc vous voyez ici 250 000 à 350 000 ans, on va avoir la disparition de toutes ces familles, ici représentées en vert, les chiffres représentant les nombres d'espèces qui vont disparaître. Donc tout un groupe ici qui disparaît, et puis après tout un deuxième ensemble ici qui va disparaître quelques centaines de milliers d'années plus tard. Donc je vous ai mis ici quelques photos des groupes qui vont être très affectés, sans disparaître tout à fait, on les retrouvera un petit peu plus tard. Et par contre ici, des groupes qui vont disparaître complètement, qu'on ne retrouvera plus du tout après les événements de la limite Permien-Trias. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du climat à cette époque. Donc avant la crise, on a une représentation du globe comme celle que vous pouvez voir ici. On a une immense calotte glaciaire sur le pôle sud des terres, décidément, des terres continentales. Donc une grande calotte glaciaire. Et vous voyez que tous les continents sont pratiquement réunis en une masse unique. Il ne reste plus qu'un seul couloir ici, ce qu'on appelle le couloir euralien, entre les pays qui sont actuellement en Russie et l'Europe. Donc voyons ce qui se passe à cette époque. Donc on avait une vie extrêmement diversifiée, extrêmement riche avant les événements, autant dans les milieux marins. Donc vous voyez ici, on a des céphalopodes, des brachiopodes, énormément de crinoïdes, qui sont des échinodermes, des requins, des poissons. Et sur la Terre, une vie extrêmement diversifiée aussi, tant au niveau des grands vertébrés que des végétaux, des grandes forêts très luxuriantes. Que va-t-il se passer ensuite ? Donc je vous remets ici cette carte du Permien inférieur, donc avant les événements, et ici on est après les événements. Donc vous voyez que les grandes glaciations ont disparu et que tous les continents
sont réunis en une masse unique. Donc on va faire une petite animation pour que vous voyez ce qui se passe. Donc j'ai commencé bien avant, à 450 millions d'années. Il faut essayer de repérer ce qui va se passer à partir de 300, c'est-à-dire à partir du moment où on va avoir le turnover avant la limite Permien-Trias. Donc vous voyez, à partir de 340, on a une grande glaciation, celle que je vous montrais tout à l'heure, une grosse glaciation sur le bord sud. À 280, ça commence déjà un petit peu à disparaître. Et c'est surtout tous nos continents qui vont se réunir en une masse unique, monter vers le nord et donc disparition de la calotte glaciaire. Bon, après, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais donc, ce qui est important de voir, c'est la disparition des glaces au pôle sud, le regroupement des continents en une masse unique et la rotation vers le nord, c'est-à-dire vers les basses latitudes. Donc, on va avoir des modifications climatiques qui vont être induites par tous ces mouvements. Ces modifications climatiques, de passer d'un climat avec glaciation à un climat sans glaciation, vont être accompagnées d'autres phénomènes, en particulier une baisse importante du niveau de la mer, la réunion de tous les continents en une masse unique. Ce continent unique s'appelle la Pongée. Donc on va avoir une continentalisation du climat extrêmement importante. Vous vous doutez bien que lorsqu'on se trouve au centre d'un continent aussi grand, aussi vaste, on va avoir des climats qui vont être extrêmement rudes. Donc, en plus de la chute du niveau de la mer, de la formation de la Pongée, on va avoir un volcanisme extrêmement important qui va se produire juste à la limite Permien-Trias. C'est ce qu'on appelle le volcanisme des trappes de Sibérie. Vous avez peut-être entendu parler du volcanisme des trappes du Décan, à la limite Crétacé-Tertiaire, qui est plus connu. Eh bien, on a à peu près le même phénomène à la limite Permien-Trias en Sibérie. Donc, ce volcanisme va être accompagné de relâche de gaz à effet de serre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont ces trappes de Sibérie. Je vous montre juste quelques photos. Donc, vous voyez, ce sont des empilements stratoïdes, des strato-horizontales de coulées successives de lave. Donc, vous avez ici une carte de la Russie actuelle. En hachuré, c'est la zone actuelle d'affleurement de ces laves. Et en pointillé, c'est ce qu'on estime être la superficie qu'avait à l'époque ce volcanisme. Donc c'est un volcanisme de basalte qui représente environ 1,5 million de kilomètres carrés à l'affleurement. Bon, on estime 4 millions possibles de kilomètres carrés sur une épaisseur de 3700 mètres, ce qui représente quand même quelque chose comme 3 millions de kilomètres cubes expulsés. Donc vous imaginez bien qu'un volcanisme d'une telle ampleur, qui va durer quand même environ 5 millions d'années, ça va avoir des conséquences énormes sur la biodiversité, sur le climat. Les modélisations, alors les modélisations, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup même pour le passé. Donc les modélisations dont on dispose pour la fin du Permien, on arrive à peu près à ce que vous voyez ici, donc 2 modélisations différentes, mais qui représentent tous la même chose. Donc on peut voir que les températures de surface, vous voyez par exemple sur ce modèle ici, on a des températures de surface de l'eau de mer qui sont à plus de 32 degrés. Les températures ici au centre du continent, en moyenne, sont de l'ordre de 36 degrés. Cette autre représentation qui est un peu plus récente, où là on voit aussi des eaux de surface extrêmement chaudes. Alors il y a un certain nombre de paramètres qui sont fixés pour faire ces modélisations, mais toutes vont dans le même sens, de montrer ces climats extrêmement continentalisés, vu la superficie du continent dont il s'agit. Alors, il y a aussi des courbes de paléotempérature qui sont produites. On étudie pour cela des valeurs de l'oxygène, avec les différents isotopes de l'oxygène, qu'on mesure sur les coquilles des fossiles, sur les coquilles qui ne sont pas trop altérées. Alors par exemple des ammonites ou des brachiopodes, et on obtient ces courbes de température. Ici, donc, sont des températures moyennes. Donc vous voyez, hop, décidément, j'ai pas de chance. Donc vous avez cette courbe de température ici, avec ici 10 degrés Celsius, 17 degrés, 25 degrés. Donc nous, ici, à notre limite Permien-Trias, on va se situer ici. Donc on a des températures moyennes qui vont être supérieures à 25 degrés. Et vous voyez qu'on est à peu près dans les températures les plus élevées qu'ait jamais connues notre planète. Vous avez ici un autre pic qui va se retrouver un peu
à la base de l'Éocène dans le tertiaire. Et donc nous ici, on est avec une température moyenne de 10-12 degrés. Donc vous voyez, on a eu des fluctuations extrêmement importantes au cours du temps et qui bien sûr ont eu des répercussions sur la biodiversité. Alors juste une image pour vous montrer à ce que devait ressembler notre Terre à cette époque. Donc un truc qui n'est pas vraiment très hospitalier. Donc je vous rappelle donc, ces extinctions, à la limite Permien-Trias, toute la vie qui a manqué de disparaître. Donc je vous ai reporté ici les 5 grandes crises de la biodiversité, les principales, avec les causes qui sont invoquées pour expliquer ces grandes crises: météorites, volcanisme, collision continentale, chute du niveau marin, variations climatiques. Et vous voyez que les variations climatiques sont mises en cause absolument pour toutes les crises. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylvie Crasquin. Finalement, il y a eu beaucoup de changements climatiques quand l'homme n'était pas là. Absolument. Alors, ça apporte de l'eau au moulin des climato-sceptiques. Il n'y a pas besoin de l'homme pour changer le climat. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, c'est pas pareil? Alors, le climat a toujours varié au cours du temps. Il s'est passé des tas d'événements géologiques qui influent sur le climat, comme j'ai essayé de vous le montrer en ce temps très court, et en particulier l'activité volcanique, qui va créer un effet de serre naturel, et donc faire une augmentation de la température. Mais la grosse différence avec ce qu'on connaît actuellement, c'est l'échelle de temps. Là, ça va se passer, je vous ai parlé de millions d'années, de dizaines de millions d'années. Donc, c'est des choses qui sont très lentes. Un certain nombre d'organismes arrivent à s'adapter plus ou moins. D'autres n'y arrivent pas, c'est ceux qui vont disparaître. Par contre, par rapport à ce qu'on connaît actuellement, c'est la rapidité de ce qui se passe actuellement.